L'indépendance du Togo, c'est demain, 27 avril 2021. Ça fera 61 ans jour pour jour que le Togo est indépendant. Quel est l'état de la nation 61 ans après? C'est la question sur laquelle on va se pencher. Mais sans surtout, si on pose la question de l'indépendance du Togo, je ne sais pas, pour vous, aujourd'hui, si on vous demande de faire un peu... de décrire un peu le Togo 61 ans après, qu'est-ce que vous diriez? Il est vrai que le 27 avril 1960, le Togo est déclaré pays indépendant. Le Togo n'est plus une colonie française. 2, le Togo a eu ses propres dirigeants jusqu'à ce jour. Nous avons connu le premier président qui a eu l'indépendance, M. Sylvanus Olympio. Et après le coup d'État en 67, nous avons eu, en janvier 63, nous avons eu M. Nicolas Gruniski. Nous avons eu M. le général Singbe Adema, qui était le chef d'état-major. Nous avons eu M. Faure Gnassingbé. J'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié quelqu'un. Suite au décès du général Gnassingbé Adema en février, il y a le président de l'Assemblée. Si vous le citez, lui, donc vous devez citer Clébert Dadjo. Il y a Clébert Dadjo qui a pris... Bon, je recommence. Donc, en 63, quand il y a eu le coup d'État, il y a eu le colonel Dadjo qui a pris le pouvoir en tant qu'officier au grade le plus élevé à l'époque. Nous avons eu Olympio et Gruniski. Nous avons eu le général Gnassingbé Adema qui a pris le pouvoir le 14 avril 1967 jusqu'au 5 février 2005. Et l'intérim de vacances du pouvoir de 60 jours a été assuré par le vice-président de l'Assemblée, M. Abbas Bonfo. Et suite à cette élection qui a eu lieu, M. Faure Sobzina Gnassingbé a pris le pouvoir jusqu'à ce jour, sur le plan politique. Et sur ces 61 ans, nous avons connu plusieurs élections présidentielles, plusieurs élections législatives, et en 2019, la nouveauté, ou bien en 2020, la nouveauté, c'est l'élection municipale des conseillers municipaux qui a amené la décentralisation. Or, de 1967 à 2018 ou bien 2019, il n'y avait pas la décentralisation, le pouvoir était centralisé. Et on peut dire qu'environ un an, le Togo a changé son découpage administratif. Et désormais, sur toute l'étendue du territoire, nous avons 117 communes qui relèvent de la décentralisation suite à la loi 006 du 26 juin 2019. Donc, sur le plan politique, on peut dire que nous avons la présidence, nous avons l'Assemblée, nous avons le Premier ministre et les préfets et les maires qui sont les élus locaux qui gèrent actuellement les communes. Bon, en dehors de ça, sur le plan social, nous pouvons dire que, sur le plan social et économique, nous avons dit que le Togo a connu quelques progrès et il reste beaucoup de choses à faire. Nous avons, à la date d'aujourd'hui, au moins des infrastructures routières qui sont praticables. Nous avons notre aéroport qui a été refait. Nous avons aussi notre père à eau profonde qui fait que les produits partent et reviennent. Il y a l'importation et l'exportation. Mais au niveau de la société en elle-même, il y a un peu de nuance, c'est-à-dire que les pauvres sont là, la classe moyenne est les plus riches. Ce qui veut dire qu'il y a des choses à recaler. Entre nous, la division, le gouvernement a toujours prié pour que le vivre ensemble
soit le credo de tous les Togolais. Chaque Togolais dans un milieu se sent bien chez lui au Togo. Je peux dire qu'avec ce brassage, nous n'avons pas tellement de problèmes et que depuis le coup d'État de 1963, le Togo n'a plus connu de coup d'État. D'accord. Donc vous direz que ça avance, le pays? Je dis en principe sur les bases élémentaires ce qu'il faut pour que le pays soit nommé pays et non une nation existe. Il y a certains qui tentent la comparaison avec un certain nombre de pays d'Asie où quasiment en 1960 on était au même niveau, mais qui sont aujourd'hui un peu des dragons asiatiques, des géants asiatiques. Si on va dans le sens de cette comparaison, est-ce qu'on avance? Oui, bon, avant d'aller dans cette comparaison, il faut voir tous les facteurs ayant propulsé ces pays asiatiques à ce niveau et les facteurs que nous suivons ici. La plupart de ces pays asiatiques prônent un développement dans leur langue. Nous sommes encore sous tutelle de la langue française et c'est dans ça que nous sommes obligés de penser et il est difficile de pouvoir réfléchir dans la langue autrui. C'est le premier élément qu'il faut sortir. Et nous sommes encore sous une pression, en parenthèse, idéologique et économique de l'occupant. Ça ne nous permet pas de pouvoir également avoir notre notoriété. Il faut savoir que nous sommes encore sous une forte influence du colonisateur qui nous a laissé cette liberté. Cette liberté n'a pas été totale. Nous l'avons rappelé l'autre fois que c'est une indépendance politique que nous avons eue. Jusque-là, la monnaie que nous utilisons est le franc CFA qui n'est pas à notre disposition. Le Ghana, ici même à côté, a eu les pays qui ont pu progresser un peu en Afrique après leur indépendance sont les pays qui, au lendemain de leur indépendance, ont frappé leur propre monnaie. Je parle du Nigeria, je parle du Kenya, je parle du Ghana. Nous avons toujours... dans la communauté aucun pays francophone n'a frappé sa monnaie. Voilà, donc il y a la Guinée. Oh, la Guinée de Sékou Touré, ça c'est autre chose. En Guinée. Donc, vous voyez que tout ça ne permet pas ce développement. Néanmoins, comme l'a dit M. Fioklou, on sent quand même un petit décollage. Nous sommes partis de l'autonomie à l'indépendance. Nous sommes partis tout récemment du monolithisme au bipartisme. Nous avons amélioré un peu la liberté d'expression. Sinon, vous ne serez pas ici aujourd'hui. Nous ne serons même pas en train de débattre et être sûr qu'on va rentrer sans être inquiété. Notre système éducatif a connu un peu de progrès parce que nous sommes dans les réformes des curricula. Mais est-ce que tout ce que nous mettons dans ces réformes nous permet de pouvoir aller vers le développement durable et notre santé? Parce que c'est ça ce qui c'est la vie. Est-ce que ça a tellement progressé par rapport au passé? Oui, peut-être qu'il y a plusieurs centres médicaux qui se sont ajoutés, même si c'est des petits centres de santé. Il y en a quand même qui sont en train d'être construits et même on doit annoncer d'autres qui vont se construire encore. Sur le plan infrastructurel, il a dit, nous assistons aujourd'hui, contrairement à des pistes de deux voire plus de grandes rues qui sont en train d'être tracées. Et malheureusement, à partir de 90, il y a eu tellement de troubles entre nous que certains progrès n'ont pu être rapidement. Si la démocratisation était vraiment bien construite, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup de pas. Néanmoins, on n'est pas à zéro. Il faut quand même reconnaître que le Togo a plutôt reculé par rapport à certains pays de la sous-région, vu au moment où le Togo avait commencé par décoller. Je prends par exemple le Burkina, le Bénin. À un moment donné, ne pouvait pas se comparer au Togo quand nous avions déjà notre palais de congrès et que toutes les conférences se passaient ici. Mais il faut dire que de 90 à ce jour, nous avons tellement reculé que quand vous regardez, c'est comme si c'est maintenant que nous sortons des centres. Donc voilà. Même question, David Djabali. Non, moi je suis triste.
je suis triste du constat qui est fait aujourd'hui. Il faut pas se leurrer, il faut pas se cacher la face à la vérité. On n'a rien fait. Après 60 ans, dites-moi ce qu'on a fait. Si c'est les routes à double voie qui composent le développement de ce pays, si c'est la liberté d'expression qui est un droit fondamental de tout citoyen, si c'est les immeubles, le palais des congrès, c'est quoi le palais des congrès? Cet immeuble-là, qui est vieux, qui risquerait peut-être de chuter à tout moment, vous êtes déjà encore rentré dans ce palais, c'est vieux, ça sent le moisi quand vous rentrez là-bas. Moi, je ne parlerai pas de développement de développement de proximité. Mais nous parlons d'indépendance. La Corée du Sud, en 1960, était plus pauvre que le Bénin et le Togo. La Corée du Sud. Vous prenez le Singapour, la Thaïlande, vous prenez même Hong Kong, où la cité de la dictature même était basée dans ces pays-là. Regardez ces pays après 60 ans aujourd'hui, comparez-les à notre pays. Moi, je suis triste de constater que, à l'heure où nous parlons, le Togo est encore dans sa phase de recherche de pistes de développement. On ne devrait normalement pas parler de recherche de pistes de développement, on devrait parler d'un pays dragon sur tous les domaines, politique, économie, infrastructure et tout. Il faut comprendre que cela n'a pas échappé aussi aux Togolais qui ont compris très tôt la nécessité de proposer un plan de développement pour ce pays-ci. Ceux qui avaient dirigé le pays, je parle beaucoup plus de feu président Yadema qui a passé 38 années à la tête de ce pays, s'ils étaient dotés de la volonté de participer véritablement au développement de notre pays, on l'aurait fait depuis très longtemps. Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'on parle d'une communauté monétaire, lorsque vous êtes sous l'autorité d'une puissance occidentale qui dirige votre pouvoir financier et économique, vous ne pouvez pas vous développer. Vous ne pouvez jamais vous développer, jamais, parce que la puissance occidentale n'accepterait pas de vous permettre de vous développer. Le Nigeria a toujours eu la langue anglaise comme langue officielle. Le Ghana à côté, c'est la langue anglaise comme langue officielle. Mais ces pays ont réussi à se développer. Mais quand je prends le cas de mon pays, particulièrement, lorsque vous avez la chance de voyager, que vous revenez dans votre pays, vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur de constater que, comment on appelle, l'escalier roulant qui devait permettre aux voyageurs, aux visiteurs, en tout cas à toute personne qui se retrouve dans un aéroport, de quitter un point et de rallier l'autre point sans forcément faire beaucoup d'efforts physiques, qu'on vous dise que cet escalier roulant est soit tombé en panne, ou alors qu'on l'a fermé parce que c'est comme ça. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui que le Togolais tire le diable par la queue parce que même le SMIC, les 35 500 ne sont pas payés. Alors que nous avons des ressources, nous avons des richesses pour cela. Il faut à un moment que nos dirigeants comprennent la nécessité aussi de se libérer de ces chaînes qui les emprisonnent dans une sorte de dépendance économique et financière. La question du franc CFA, ça fait longtemps qu'on en parle. Il faut à un moment enlever ces chaînes-là qui bloquent le développement de l'Afrique. C'est vrai, on dira que des pays africains frappent leur monnaie, mais ne sont pas développés. Mais à partir du moment où vous avez cette indépendance financière et monétaire, vous pouvez rêver. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, Fioclou a peint un tableau très intéressant. Oui, on a connu des présidents, on a connu beaucoup de choses qui participent à la libération d'un État. C'est vrai, mais derrière, il y a encore des choses à faire. Il faut aller plus au-delà, il faut rêver pour ce pays. Et il faut qu'on ait les moyens de nos ambitions. Nous les avons.
nous avons le port, vous l'aviez dit tout à l'heure, nous avions la douane, nous avions l'OTR, nous avons en tout cas des régies financières qui font rentrer de l'argent dans ce pays, dans les caisses de ce pays. Nous avons la capacité de nous prendre en charge et d'imposer une sorte de... On a envie de voir Lomé comparé à Abidjan, comparé à Accra, comparé à Abuja à côté. Et donc, il faut à un moment que les gouvernants comprennent aussi la nécessité d'imprimer une sorte de bonne gouvernance et de gestion saine des finances publiques dans ce pays. D'accord. Il y a, Oui. il y a, au cours de ces 61 ans d'indépendance, nous avons des faits marquants tels que novembre 66, où les femmes sont sorties dans la rue pour faire sortir leur mécontentement sur la gestion qui est relative à la mésentente entre le vice-président Meati et le ministre de l'Intérieur, monsieur j'ai oublié Derman, il y a une mésentente entre le vice-président Meati et son ministre de l'Intérieur au moment où M. Gruniski était en France. Il y a le deuxième événement, c'est le 5 octobre, qui a entraîné la conférence nationale où le 28 août 1991, on a nommé un premier ministre qui est M. Joseph Kofigo pour la transition. Et que suite aux élections législatives partielles de 96, le RPT, le parti au pouvoir à l'époque, a repris plus de voix à l'Assemblée et M. Kwasi Koursé a été nommé Premier ministre. Le troisième fait marquant est la sortie de Achadam en août 2017. Qui est aussi un fait marquant sur la vie politique togolaise. Beaucoup de soubresauts politiques en 61 ans. On ne s'en sort pas, on dirait. Oui, sur ce fait, je peux dire que ce sont les acteurs politiques togolais qui ne sont pas sérieux et responsables. Parce que dans d'autres pays, l'opposition, par exemple, est constructive. Et quand on a... Donc vous avez dit c'est la faute à l'opposition? Je ne peux pas dire que c'est la faute à l'opposition, c'est la faute à la classe politique. Parce que celui qui est au pouvoir travaille pour rester. Vous disiez que l'opposition est constructive, donc je voyais une singularisation. Non, moi je ne parle pas comme ça. C'est la faute à la classe politique parce que celui qui est au pouvoir travaille pour rester. Celui qui est à l'opposition travaille pour y venir. Avant, il y a dans d'autres pays où l'opposition s'est coalisée pour pouvoir accéder au pouvoir. Mais dans notre pays, tel n'a pas été le cas. Même quand on a nommé M. Joseph Kofigo Premier ministre, dans son cabinet, les premières heures étaient les bonnes. Mais quelques semaines après, c'est la mésentente qui est arrivée. Si ce n'est pas moi, pourquoi c'est l'autre? Ce qui veut dire que les acteurs politiques togolais ne visaient pas l'intérêt général, mais plutôt l'intérêt particulier. D'accord. Oui, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que mon ami Diakwavi a dit. Je pense que le développement d'un pays n'est pas souvent un fait politique, mais c'est plus que cela. Et quand nous prenons, moi je me rappelle, je recherche encore ces documents, j'avais déjà lu un peu, quand j'étais en seconde dans les années 80, un document où on nous parlait de la Chine. À l'époque, on avait une vague compréhension de ce qu'on lisait et on parlait du conditionnement en Chine, où les gens étaient répartis sur un certain nombre d'activités. Ceux qui devaient être médecins se distinguaient par leur habillement, ceux qui devaient être ouvriers se distinguaient par ceci, et des gens se formaient. Et à l'époque, il était même interdit à ces gens de pouvoir s'acheter tout ce qu'ils voulaient. C'est le vélo que vous devez utiliser, vous mangez ensemble. Il y avait un truc. Et ces gens-là étaient partis pour apprendre et pour développer leur pays. C'est le travail qui développe le pays. Bon, quand j'étais encore à l'école primaire, on citait les grandes industries du Togo, féculerie de Canabé, huilerie de Dialokwegbe, tout ça là, c'est donc, après, juste les indépendances là, que sont devenus tout ça? Voilà, tout ça là, nous n'avons plus ajouté quoi que ce soit.
aucune industrie ne s'est ajoutée, mais plutôt ces industries se sont anéanties. Vous voulez qu'on trouve l'argent pour développer le pays? Mais en même temps, David a parlé de quelque chose d'important. Les régies financières du pays ne sont pas à sec. Hein. Oui, mais c'est ce que nous disons. Il y en a qui disent qu'il y a de l'argent dans ce pays. Mais quand on regarde 61 ans après... Nous n'avons pas développé les talents ou bien les gens qui peuvent venir et gérer, construire, développer. Combien d'industriels nous avons au Togo? Combien de personnes qui peuvent construire des usines? Nous avons, qui sont ceux qui sont partis faire des formations dans ce domaine? Si ce n'est pas dans les trucs où, en grande majorité, quand nous revenons, si nous ne sommes pas journalistes, nous ne sommes pas politiques, nous ne sommes pas... Tout ça là ne peut pas développer. Le pays ne peut pas vivre de ça. Aujourd'hui, je veux dire que le Togo a pu mettre des gens qui peuvent venir fabriquer des voitures. Et on a financé, et quand ils sont là, voilà leur usine qui est en train de fabriquer des trucs. Voilà des gens qui peuvent monter ceci. Même en agriculture, nous avons régressé. À l'époque, les noix de coco, on faisait la fierté quand on ramassait des noix de coco ici pour aller voir ailleurs. Aujourd'hui, ces noix de coco n'existent plus. Et nous sommes en train d'aller dans des issues incertaines. Et puis, je ne sais pas avec quoi nous allons développer ce pays. Hein, si c'est le phosphate, nous sommes 8 millions aujourd'hui. Oui. Bon, pour rappel, j'ai oublié tantôt le nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est Mama Fousseni. Ah oui, Fousseni, Mama Fousseni, avec Antoine Meyachi, ça n'allait pas. Et le président Grunitzky a obligé l'Assemblée. Meyachi et Grunitzky même, ce n'était pas la Ce n'était pas ça. Oui. Et le président Grunitzky, à l'époque, avait, le 2 décembre 1966, a demandé à l'Assemblée de supprimer le poste de vice-président. Tout a commencé également par là. Sur le plan économique maintenant, la vie au Togo, 61 ans après, on vit mieux? On vit bien? Non, ça dépend de quel côté de la balance vous êtes. Non, mettons-nous du côté de la masse. En tout cas, de notre côté... je pense qu'il y avait cette expression du chef de l'État. Mettons-nous du côté de la majorité, pas de la minorité qui accapare tout. Ok, la majorité. Vous et moi sommes témoins. C'est chaud, ça chauffe partout. Toi, tu es de la majorité. Non, moi, je suis de la majorité. Je suis dans le bas peuple. C'est nous qui souffrons. Hein? La preuve, on est sur ce plateau, on serait des experts en communication dans de grandes institutions, mais voilà, ça fait, c'est terrible. Le panier de la ménagère se désemplit tous les jours. Vous faites un tour dans les ménages, vous verrez. On a de la peine à se nourrir véritablement. C'est pas moi qui le dis, les études l'ont prouvé. Le Togolais ne se nourrit pas. Avec ses 3 repas par jour d'abord, et il se nourrit mal parce qu'avec $1, il peut nourrir toute sa famille, d'après les études qui ont été faites. Et donc 61 ans après, la situation, elle est moins mirobolante qu'avant, parce que au moins dans les années 60, on n'avait pas assez de problèmes, il n'y avait pas tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui, et les gens arrivaient facilement à se nourrir. Il suffit d'aller au champ, il suffit d'aller vers une famille pour que vous puissiez trouver à manger rapidement. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, la population a augmenté, il faut le rappeler aussi. Les charges se sont doublées, la situation des Togolais ne s'est pas du tout améliorée. Le SMIC, il est à 35 000 pour un père de famille qui a une épouse et 2 enfants minimum. Qu'est-ce que ça peut représenter pour un Togolais? Et donc, on est mal nourri, on s'alimente pas bien. C'est pas la faute à personne, c'est la faute à nous tous. Il faut véritablement que la population... Peut-être, ça avait une manière peut-être un peu plus courtoise de lui dire, puisque si on fait aussi le bilan de 61 ans d'indépendance, quand vous dites c'est pas la faute à quelqu'un de particulier, c'est à nous tous. Vous avez quand même des gens en particulier qui dirigent pendant un certain nombre d'années. Oui, c'était l'idée. Oui, c'était l'idéal. C'est pour ça que ces dirigeants devaient être porteurs de rêves et d'ambition pour ce pays. Il avait pas. Yadema a passé 38 années. Quand il est parti le 5 février, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu comment les choses se sont passées et on a vu après comment il avait géré le pays. Vous passez 68 années, on avait le phosphate le plus sur le plan qualitatif. Nous avons le meilleur phosphate dans le temps. Même le Maroc ne pouvait pas nous égaler. Mais aujourd'hui, le phosphate togolais, regardez le niveau où il est. Et quand on vous dit comment ça s'est géré, les gens se sont enrichis
illicitement, et ils étaient contents de s'enrichir en volant, en allant prendre l'argent des Togolais et en les mettant dans leur poche. Et tout ça était passé inaperçu. Personne, Yadema dans le temps avait fait de son mieux, mais derrière, il y a cette part de responsabilité qu'il portait. Aujourd'hui, son fils est là, mais les choses n'ont pas changé. Le Togolais a toujours faim. Nous avions faim. Tout le monde le sait. Nous dépendons toujours de l'étranger. La dette extérieure du Togo, si on vous donne le montant, c'est pas possible qu'un petit pays de 8 millions puisse porter cette dette-là sur son petit dos. La dette intérieure, aussi, même chose. Chaque jour, il y a des augmentations. Les péages, dernièrement, on a forcé les deux roues à payer, on a augmenté, on augmente, on impose des taxes, et au même moment, on ne voit pas de retour. Et donc, tout ça pose véritablement la question de savoir, est-ce qu'on est indépendant sur tous les plans? 61 ans, quand vous regardez, vous faites le tour de tout le Togo, vous revenez chez vous, vous avez les larmes aux yeux. À Lomé, ça va mieux, mais allez dans les villages pour voir comment les gens se nourrissent et les difficultés qu'ils ont. J'allais dire à M. Diabavi que c'est plutôt le fait que nous n'arrivons pas à produire qui crée des problèmes. Le sujet que nous traitons ici par rapport à l'évolution économique portée ailleurs dans la plus basse classe, on vous dira que ceux qui hier étaient payés à 2 000, aujourd'hui avec le SMIC de 35 000, ont vu leur salaire se relever. Quand vous prenez un gouverneur dessus, il va vous dire on a relevé les salaires, on a ajouté. Mais au même moment, le paquet de ciment qu'on a payé à 450 aujourd'hui est arrivé à combien? On est à 4 000. À 4 000 aujourd'hui. Donc, c'est parce que nous ne produisons pas assez que même si nous avons les moyens, nous sommes obligés de débourser beaucoup pour aller acheter à l'extérieur. Nous investissons, nous prenons le développement de l'extérieur et nous-mêmes nous approvisionnons ici. Aujourd'hui, même sur le plan de production agricole, nous sommes plus dépendants qu'indépendants. Donc, il va falloir aujourd'hui qu'on pense à poser des actions qui permettent. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi, je l'ai souvent dit. On peut dire un fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, et acheter du tomate au Burkina, de la tomate au Burkina. L'oignon au Niger. Oui, c'est des problèmes. Chose au Burkina, à côté, quand le feu président Sankara était venu, il a fait des barrages, des retenues d'eau dans un pays sahélien. Aujourd'hui, c'est eux qui produisent beaucoup de tomates, des pommes de terre qu'on vient nous vendre ici. Il a encouragé choses. Il n'a pas conçu de grandes usines. Il a encouragé, par exemple, les activités artisanales. Aujourd'hui, vous allez au Burkina dans les écoles, ils sont habillés par leur pagne que nous appelons été. Et ça fait que plusieurs jeunes, sachant que on n'ira plus acheter du kaki qui vient de la Chine, de la France, etc. Ils doivent produire. Donc, les cototiculteurs produisent, ils ont des fils, les tissants, beaucoup de jeunes tissent et la filature. Et puis, vous voyez, c'est des chaînes de développement. Donc, nous devons penser. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour aborder le sujet. Je voulais poser juste une dernière question, vous y répondez rapidement. L'espoir est permis? Oui, disons, bon, beaucoup hésité hein, pour tout pays ou bien pour tout dirigeant, les dirigeants ou bien les gouvernants veulent toujours le bien-être et le mieux-être de sa population. Donc, je peux dire que l'espoir est permis. D'accord, merci beaucoup, Vincent Fioclo, merci David Diabavi, merci à Kofi Kenito, merci à tous. Je vous retrouve demain.